Hélène Moreau avait 79 ans lorsque Bastien Lefebvre se présenta à son appartement strasbourgeois, une caisse à outils de luthier à la main et une lettre de recommandation du conservatoire à la main. La première chose qu'il dit ne fut pas une salutation polie, mais une observation que personne n'avait faite depuis des décennies. « Votre violoncelle pleure. Je l'entends d'ici. Le bois gémit de solitude. Quand avez-vous joué pour la dernière fois ?» Hélène, qui n'avait pas touché un violoncelle depuis 15 ans, depuis la mort de son mari François, l'arthrite ayant rendu ses doigts trop raides pour atteindre les cordes, fut stupéfaite par la justesse de cette observation. Bastien avait 32 ans et était l'un des meilleurs luthiers de France, spécialisé dans la restauration d'instruments à cordes anciens. Il avait été envoyé par le conservatoire, où Hélène avait enseigné pendant 40 ans, afin d'évaluer si son légendaire violoncelle Montagnana de 1745, qui lui avait appartenu, pouvait être restauré pour être joué ou s'il devait être remisé dans un musée. Aucun des deux ne s'attendait à ce que 6 mois de travail méticuleux à restaurer un instrument se transforment en une relation qui scandaliserait les milieux musicaux à travers la France et les obligerait tous deux à choisir entre leur réputation et une connexion plus profonde qu'ils n'en avaient jamais connue. Hélène était une femme qui avait bâti un héritage musical extraordinaire sur un socle de deuil jamais complètement guéri. Figure parmi les violoncellistes les plus célèbres de sa génération, elle a passé 50 ans à se produire dans les salles de concert d'Europe. Violoncelle solo de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg pendant 30 ans, soliste invité auprès d'orchestres à Londres, Berlin et Vienne, et professeur au Conservatoire de Strasbourg pendant 40 ans, formant ainsi des générations de violoncellistes. Elle a enregistré 15 albums, dont 3 ont été récompensés par des prix internationaux. Les critiques comparaient sa technique à celle de Rostropovitch, mais affirmaient que son jeu possédait une qualité émotionnelle qui lui était propre. Chaque note portait le poids de l'expérience vécue. À 79 ans, Hélène vivait seule dans le grand appartement qu'elle avait partagé avec François pendant 50 ans de mariage. Situé dans la Petite France, quartier historique de Strasbourg, l'appartement était imprégné des souvenirs d'une vie consacrée à la musique. Photographies de concerts, programmes encadrés, une étagère entière de disques, les récompenses qu'elle avait accumulées. Mais un silence pesant y régnait aussi. Le piano sur lequel François l'accompagnait restait fermé, les partitions prenaient à la poussière, et le violoncelle Montagnana, instrument qu'elle avait chéri plus que tout, reposait dans un coin du salon, dans son étui fermé, intact depuis 15 ans. Ses cheveux entièrement blancs étaient relevés en un chignon lâche à la nuque. Son visage, marqué par de profondes rides dues à des décennies de concentration intense pendant ses répétitions, conservait une intensité d'artiste dans ses yeux bleus foncés, malgré la faiblesse de son corps. Ses mains, qui jadis s'élevaient sur les cordes, étaient désormais déformées par l'arthrite, ses doigts courbés à jamais, l'empêchant de les étendre complètement. Elle portait d'élégantes robes au ton sombre, toujours avec un châle sur les épaules car elle avait constamment froid, et des chaussons souples car ses pieds souffraient également d'arthrite. Il y avait en elle une élégance que l'âge n'avait pas altérée, mais aussi une profonde tristesse qui demeurait sous la surface. Veuve depuis 15 ans, suite au décès de François des suites d'un cancer du pancréas à l'âge de 80 ans, Hélène avait 3 enfants, 2 filles et un garçon, tous adultes, quadragénaires ou quinquagénaires, vivant chacun dans une autre ville, absorbés par leur vie et leur famille. Ils s'appelaient chaque semaine, se voyaient de temps à autre pendant les fêtes, mais leur relation était davantage une obligation qu'une véritable connexion. Hélène y était pour quelque chose. Elle avait consacré sa vie à la musique, manquant fréquemment les récitals scolaires de ses enfants pour les répétitions et partant en tournée pendant des semaines lorsqu'ils étaient jeunes. François avait été un père très présent pendant qu'elle poursuivait sa carrière. Ses enfants l'aimaient, mais lui en voulaient aussi, ne lui pardonnant jamais vraiment ses absences. La retraite forcée à 64 ans
l'arthrite l'empêchant de se produire sur scène, fut un coup dur. Hélène continua d'enseigner pendant des années, mais, ne pouvant plus démontrer correctement la technique, même cela devint frustrant. Elle prit sa retraite définitive à 70 ans et depuis menait une existence de plus en plus isolée. Lisant, écoutant de la musique, donnant parfois des conseils techniques à d'anciens élèves, mais le plus souvent, elle se contentait de survivre dans un appartement silencieux, entourée des souvenirs d'une vie désormais terminée. François avait été son pilier, le seul à la comprendre véritablement. Pianiste de talent qui avait sacrifié sa propre carrière pour la soutenir, il ne lui en avait jamais voulu, mais avait transformé son rôle en une véritable collaboration artistique. Il l'accompagnait à tous ses concerts, jusqu'à ce que ses doigts le lâchent, gérait son emploi du temps et la protégeait des exigences du monde extérieur. À sa mort, Hélène perdit non seulement son mari, mais aussi la seule personne qui la voyait pleinement, qui comprenait la profondeur de son rapport à la musique, avec qui elle partageait un langage qui transcendait les mots. Sa mort marqua aussi la fin de sa musique. Elle avait essayé de jouer du violoncelle après les funérailles, mais ses doigts refusaient d'obéir, et sans François au piano, la musique sonnait incomplète, brisée. Alors elle referma l'étui et ne l'ouvrit plus depuis. Le violoncelle, un instrument montagnana tricentenaire que François lui avait offert en cadeau de mariage, après des années d'économie, était resté muet. Et une partie d'Hélène mourut avec ce silence. Le conservatoire où elle avait enseigné pendant des décennies a gardé le contact. Le directeur actuel, Michel Rousseau, venait de temps à autre, sollicitait son avis sur les programmes et cherchait à l'associer à la vie du conservatoire. C'est Michel qui a suggéré de faire expertiser Montagnana. Un instrument aussi précieux, resté inutilisé pendant 15 ans, risquait d'être irrémédiablement endommagé. Et si Hélène ne devait plus jamais en jouer, peut-être valait-il mieux le vendre ou le donner à un conservatoire où un jeune violoncelliste talentueux pourrait lui redonner vie. Hélène a d'abord résisté. L'idée que quelqu'un d'autre joue de son violoncelle lui était insupportable. Mais Michel a insisté. Il fallait au moins le faire examiner par un luthier expert. S'il était en mauvais état, il nécessitait une restauration urgente. À contre-cœur, Hélène a accepté, et Michel lui a recommandé mieux. Bastien Lefebvre, un luthier parisien de 32 ans, spécialisé dans les instruments à cordes baroques, formé par des maîtres à Crémone, réputé pour ses restaurations quasi miraculeuses d'instruments considérés comme irrécupérables. Bastien Lefebvre avait 32 ans lorsqu'il fut chargé d'évaluer le violoncelle Montagnana d'Hélène Moreau. Ce fut pour lui une occasion professionnelle extraordinaire. Les violoncelles Montagnana étaient rares. Seule une centaine d'exemplaires fabriqués par Antonio Montagnana avaient survécu, et celui-ci jouissait d'une réputation légendaire dans le milieu musical. Les enregistrements d'Hélène jouant de cet instrument étaient considérés comme des références. Travailler avec un tel instrument serait à la fois un honneur et un défi, grand et mince, le dos légèrement voûté, comme quelqu'un qui passait ses journées penché sur un établi, les cheveux châtains foncés toujours attachés en queue de cheval, les yeux verts qui scrutaient les détails avec une intensité microscopique. Les mains d'artisan aux doigts longs et sensibles, toujours marqués de petites coupures et de taches de vernis. Il portait des vêtements pratiques, un jean couvert de sciure, des chemises en lin, un tablier en cuir lorsqu'il travaillait. Il se dégageait de lui une sérénité, la patience de celui qui comprenait que son travail ne pouvait être précipité. Le bois ne répondrait qu'à son propre rythme et non au sien. L'histoire de Bastien est celle d'un talent inné et d'un traumatisme qui ont forgé sa vocation. Élevé à Mirecourt, petite ville française réputée pour la fabrication de violons, il était issu d'une famille de luthiers. Son grand-père fabriquait des violons, son père des altos, son oncle des violoncelles. Bastien a grandi dans un atelier imprégné des odeurs de bois et de vernis, a appris à lire le bois avant même de savoir lire et a compris qu'un instrument de musique n'était pas un objet, mais un être vivant qui nécessitait soin et respect. À 18 ans, il fut admis dans une prestigieuse école de lutherie à Crémone, en Italie, où il apprit des techniques remontant à Stradivarius.
5 années de formation intensive firent de lui un artisan exceptionnel. Mais à 26 ans, un drame bouleversa sa vie. Sa jeune sœur, une brillante violoniste de 22 ans, périt dans un accident de voiture. Non seulement sa mort anéantit la famille, mais son instrument, un violon Guarneri del Gesù de 1740 que Bastien avait fabriqué spécialement pour elle et qui était prêté par un musée, fut détruit dans l'accident. Bastien s'en voulait de façon irrationnelle. S'il n'avait pas réglé le chevalet du violon une semaine avant l'accident, le rendant si parfait que sa sœur voulait l'emmener à une audition ce soir-là, sous la pluie, elle n'aurait pas pris la route, elle ne serait pas morte. Le raisonnement était absurde, mais la culpabilité était bien réelle. Pendant 1 an après sa mort, il fut incapable de travailler. L'idée de jouer d'un instrument, de créer de la musique, lui paraissait obscène, alors que la musique avait coûté la vie à sa sœur. La guérison est venue par la restauration. Elle a commencé à travailler sur des instruments abîmés, cassés, considérés comme irréparables. Il y avait quelque chose de rédempteur à prendre ce qui était détruit et à lui redonner vie. Elle ne pouvait pas ramener sa sœur, mais elle pouvait redonner vie aux instruments. Et peu à peu, ce travail est devenu plus qu'une profession, une forme de deuil, une forme d'apaisement envers elle-même, une façon d'honorer sa mémoire. À 32 ans, Bastien était l'un des luthiers les plus respectés de France, réputé pour son infinie patience et sa compréhension quasi spirituelle des instruments. Les musiciens disaient qu'il ne se contentait pas de les réparer, mais qu'il en comprenait l'âme. Et maintenant, venu à Strasbourg pour évaluer Montagnana, il portait en lui non seulement ses outils, mais aussi son propre vécu, marqué par la perte et la musique. La première rencontre entre Hélène et Bastien était chargée de sens que ni l'un ni l'autre ne perçurent d'abord. Hélène ouvrit la porte, aperçut le jeune homme avec sa boîte à outils et supposa qu'il s'agirait d'une brève évaluation. Il examinerait l'instrument, donnerait un avis technique et repartirait. Mais lorsqu'elle emmena Bastien au salon où se trouvait le violoncelle, tout changea. Bastien s'approcha, son étui fermé, et s'agenouilla devant lui avec une révérence qui surprit Hélène. Avant de l'ouvrir, il posa la main sur l'étui et resta silencieux un instant. Puis il fit une remarque qui frappa Hélène. « Votre violoncelle pleure. Je l'entends d'ici. Le bois gémit de solitude. Quand avez-vous joué pour la dernière fois ?» Hélène, stupéfaite, répondit « 15 ans, depuis la mort de mon mari. » Bastien hocha la tête, comme s'il comprenait parfaitement. Puis il ouvrit l'étui avec la délicatesse de celui qui ouvre un tombeau sacré. Et lorsqu'il vit Montagnana, il en eut le souffle coupé. Le bois était d'un profond coloris miel, le vernis brillant même après 15 ans sans polissage, les lignes de construction parfaites. Mais Bastien remarqua aussi ce qu'Hélène n'avait pas vu, de petites fissures naissant au point de tension, un chevalet légèrement incliné, des cordes oxydées, un côté s'affaissant sous le poids d'une tension restée inexploitée. Bastien murmura « Il se meurt ». Pas de façon dramatique, mais lentement. Le bois a besoin de vibrer pour vivre. 15 ans de silence. Le processus de mort a commencé. Hélène sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Est-ce que je l'ai tué? Bastien secoua rapidement la tête. Non, pas encore. Mais il a besoin d'une intervention. Une restauration complète, des mois de travail. Et puis, il faudra qu'on en joue à nouveau. Pas forcément toi, si tu ne peux pas, mais quelqu'un d'autre. On ne peut pas réduire au silence un instrument comme celui-ci. C'est un crime contre la musique. Hélène, les larmes aux yeux, demanda « Pouvez-vous le sauver ?» Bastien la regarda vraiment pour la première fois, et vit non pas un violoncelliste âgé, mais un homme portant un deuil aussi profond que le sien. Il répondit « Je peux, mais cela prendra du temps, des mois. Il me faudra travailler ici. Je ne peux pas l'emmener à Paris. L'instrument est dans cet état. Le voyage serait risqué. » Hélène acquiesça sans hésiter. « Alors travaillez ici. Utilisez l'appartement aussi longtemps que nécessaire. » Pendant les semaines qui suivirent, Bastien installa un atelier temporaire dans le salon d'Hélène.
Il apporta outils, bois précieux et vernis qu'il avait fabriqués lui-même, selon des recettes ancestrales. Et il entreprit un travail minutieux d'évaluation complète, démonter soigneusement le violoncelle, documenter chaque composant, vérifier l'intégrité de chaque morceau de bois. Hélène écoutait, fascinée. Elle avait passé sa vie à jouer du violoncelle sans jamais vraiment en comprendre la construction. Bastien expliquait chaque étape, la table d'harmonie en épicéa d'Europe, le fond et les éclisses en érable, l'influence de l'épaisseur du bois sur le son, le rôle du vernis, à la fois esthétique, protecteur et acoustique. Il évoqua Antonio Montagnana, luthier vénitien qui avait fabriqué l'instrument en 1745, les techniques employées et ce qui donnait à ce violoncelle une sonorité si particulière. Et tandis que Bastien travaillait, quelque chose changea dans l'appartement. Le silence pesant qui y régnait depuis 15 ans commença à se dissiper. De nouveaux bruits se firent entendre, les outils qui travaillaient le bois, Bastien qui murmurait pour lui-même, testant parfois la sonorité du bois en le tapotant doucement et en écoutant sa résonance. Et il y avait une présence humaine. Bastien arrivait à 9 heures tous les matins, travaillait jusqu'à 6 heures tous les après-midi, apportant une énergie qu'Hélène n'avait pas ressentie depuis des années. Ils entamèrent la conversation pendant les pauses de Bastien. D'abord au sujet du violoncelle. Hélène raconta des anecdotes de concerts importants, comment l'instrument réagissait différemment selon les salles, des moments magiques où l'instrument et la musicienne ne faisaient plus qu'un. Bastien, quant à lui, partagea sa philosophie de la lutherie. L'instrument possédait une personnalité que le luthier se devait de respecter, sans chercher à la modifier. La restauration consistait à rendre à l'instrument son essence même, et non à lui imposer une vision nouvelle. Mais les conversations dépassèrent le cadre professionnel. Bastien parla de sa sœur, de l'accident, de son violon détruit et de son sentiment de culpabilité. Hélène l'écouta avec une profonde empathie, puis partagea son propre récit. Comment la musique avait été toute sa vie, comment elle avait sacrifié ses relations familiales pour sa carrière, comment la disparition de François avait révélé un vide que la musique n'avait jamais pleinement comblé, comment elle s'en voulait de ne pas avoir été une meilleure épouse, une meilleure mère, une meilleure personne. Une compréhension mutuelle s'installait entre eux. Tous deux utilisaient la musique pour faire face au deuil. Tous deux éprouvaient de la culpabilité quant à leur choix. Tous deux comprenaient que les instruments de musique n'étaient pas de simples objets, mais des vecteurs de mémoire et d'émotion. Et la différence d'âge de 47 ans semblait insignifiante lorsqu'ils partageaient un langage qui transcendait les âges. Au cours de la 3e semaine de travail, quelque chose d'autre commença à changer. Hélène se rendit compte qu'elle attendait l'arrivée de Bastien le matin, préparait le café comme il l'aimait et s'habillait même avec plus d'attention. De son côté, Bastien commença à prolonger ses journées de travail, trouvant des prétextes pour rester tard et acceptant les invitations à dîner qu'Hélène lui proposait timidement. Les dîners devinrent des rituels. Hélène, qui n'avait cuisiné pour personne d'autre qu'elle-même depuis des années, découvrit la joie de préparer des repas pour deux. Bastien appréciait sa cuisine, partageait des récits de son enfance à Mirecourt, de son apprentissage du métier de son grand-père. Et ils écoutaient de la musique ensemble. Hélène passait des enregistrements, non seulement les siens, mais aussi ceux de Casal, Rostropovitch, Yo-Yo Ma, discutant des interprétations, débattant des choix techniques. Bastien révéla qu'il ne se contentait pas de fabriquer des instruments, mais qu'il en jouait aussi. Du violon, avec un talent d'amateur, suffisant pour tester les instruments qu'il fabriquait. Le passage d'une amitié intellectuelle à une relation plus profonde et plus émotionnelle s'est produit durant la 4e semaine. Bastien avait terminé le démontage complet, répertorié tous les problèmes et entamé les réparations proprement dites. Un jour, alors qu'il travaillait sur une réparation particulièrement délicate d'une fissure dans la table d'harmonie, sa main a glissé et l'outil lui a profondément entaillé le doigt. Entendant son cri de douleur, Hélène accourut. Le sang coulait à flots, Bastien appuyant sur la plaie pour tenter d'arrêter l'hémorragie. Sans hésiter, Hélène prit sa main, examina la coupure et constata qu'un pansement suffisait, sans point de suture.
Elle le conduisit à la cuisine, nettoya la plaie avec une délicatesse quasi médicale, appliqua un antiseptique et la banda. Et tout au long de ces instants, elle lui tint la main avec une douceur qui dépassait le simple soin pratique. Quand elle eut fini, elle tenait toujours sa main. Et Bastien, la regardant, dit quelque chose qui changea tout. « Tu as des mains de guérisseuse. Même déformées par l'arthrite, elles guérissent encore. » Hélène regarda ses propres mains qui tenaient les siennes. C'étaient des mains de vieille femme, la peau fine et marbrée, les veines saillantes, les doigts tordus. À côté des siennes, jeunes et fortes malgré la coupure, le contraste était saisissant. Elle s'exclama précipitamment. « Excusez-moi, je ne devrais pas… » Bastien l'interrompit. « Pourquoi pas? Pourquoi ne pouvez-vous pas me tenir la main ?» Hélène força un rire. « Parce que j'ai 79 ans et vous 32. Parce que je pourrais être votre grand-mère, parce que c'est déplacé à 1000 égards. » Bastien prononça ces mots qui restèrent en suspens entre eux. L'âge n'est qu'un chiffre, et le toucher, c'est le toucher. Votre toucher vient de guérir ma main. Ma présence semble vous redonner vie. Pourquoi les chiffres auraient-ils plus d'importance? Hélène n'avait pas de réponse. Les jours suivants, la tension entre eux s'accentua. Les effleurements fortuits s'éternisaient. Les regards se chargeaient de sous-entendus. Les conversations recelaient un sous-texte que tous deux ressentaient sans pouvoir le nommer. Hélène se disait que c'était ridicule. Une femme de 79 ans, attirée par un homme de 32 ans, c'était pathétique. Un problème de solitude qu'elle devait régler autrement. Mais elle ne pouvait nier ce qu'elle ressentait. Pour la première fois en 15 ans, elle se sentait vivante. Et c'était précisément grâce à Bastien, et non malgré lui. Bastien était en proie à un conflit intérieur. Il était venu à Strasbourg pour restaurer des instruments, non pour éprouver une attirance pour une femme qui aurait pu être sa grand-mère. Mais Hélène le fascinait, une intelligence évidente, une grande expérience, une vulnérabilité dissimulée sous une dignité apparente, la façon dont elle parlait encore de musique avec une passion que l'âge n'avait pas altérée. Et il y avait plus encore. Avec Hélène, il n'avait pas besoin de jouer un rôle, il n'avait pas besoin d'être un luthier prodige, ni un frère endeuillé. Il pouvait simplement être Bastien. Le moment où la tentation s'est muée en reconnaissance mutuelle est survenu durant la 6e semaine. Bastien avait achevé d'importants travaux de structure et avait entamé le vernissage. Le processus était long. Appliquer de fines couches de vernis, attendre que chacune sèche complètement, polir délicatement, puis appliquer la suivante. Entre chaque couche, il y avait des heures d'attente. Et durant l'une de ces attentes, Hélène a demandé quelque chose qu'elle n'avait pas demandé depuis 15 ans, jouer quelque chose pour moi. Son violon. Je veux entendre de la musique en direct à nouveau. Bastien hésita. Je ne suis pas un virtuose. Je joue juste correctement. Hélène insista. Je n'ai pas besoin d'un virtuose. J'ai besoin de musique. Bastien acquiesça. Sortit le violon qu'il gardait dans sa voiture, un instrument qu'il avait fabriqué lui-même des années auparavant. Et il joua la sarabande pour violoncelle Nerero 3 de Bach, transcrite pour violon. Hélène ferma les yeux, absorbée par l'écoute, et les larmes commencèrent à couler silencieusement. Non pas parce que la prestation était techniquement parfaite, mais parce qu'il s'agissait de musique en direct pour la première fois depuis 15 ans. Et lorsque Bastien eut terminé, elle n'ouvrit pas immédiatement les yeux. Elle resta assise là, les larmes ruisselant sur son visage. Bastien posa son violon, s'approcha et s'agenouilla devant sa chaise. Il demanda doucement « Hélène ?» Elle ouvrit les yeux et quelque chose dans cette proximité, dans cet instant chargé de musique et d'émotion, brisa ses dernières défenses. Elle tendit la main, lui toucha le visage et murmura « Je ne sais pas ce qui se passe. Je sais que c'est impossible, mais je ressens quelque chose pour toi que je ne devrais pas ressentir. » Bastien couvrit son visage de sa main. Moi aussi. J'ai essayé de le nier, de me convaincre que c'était de la gratitude pour l'hospitalité, de l'admiration professionnelle, n'importe quoi d'autre, sauf ce que c'est vraiment. Mais c'est de l'amour. Je suis en train de tomber amoureux de toi. Et peu m'importe que tu aies 79 ans et que j'en ai 32. Ce qui compte pour moi, c'est que lorsque je suis ici,
Je ressens quelque chose que je n'ai plus ressenti depuis la mort de ma sœur. Un but qui dépasse le cadre du travail. Hélène aurait dû prendre ses distances, poser des limites, les protéger tous deux du scandale inévitable. Mais elle ne l'a pas fait. Elle s'est penchée et l'a embrassé, le premier baiser qu'elle donnait ou recevait depuis la mort de François, 15 ans plus tôt. C'était un baiser doux, exploratoire, chargé de mois de tension croissante. Lorsqu'ils se sont séparés, ils tremblaient tous les deux. Hélène murmura « C'est de la folie. J'ai 79 ans. Mon corps me lâche. Il me reste peut-être 10 ans, si j'ai de la chance. Tu as toute la vie devant toi. » Bastien répondit « Alors nous aurons 10 années extraordinaires au lieu d'une vie ordinaire. » Hélène rétorqua « Le scandale sera terrible, mes enfants seront horrifiés, le monde de la musique se moquera de moi, dira que je suis sénile, et toi, tu seras ridiculisé, traité d'exploiteur en quête d'héritage. » Bastien affirma d'un ton ferme « Je m'en fiche. Quant à l'héritage, je signerai tous les documents que vous voudrez pour renoncer à toute prétention. Il ne s'agit pas d'argent ni de relations. Il s'agit de vous. » Hélène résistant encore. « Mais physiquement, le corps d'une femme de 79 ans n'est pas... » Bastien l'interrompit doucement. « Je ne cherche pas un mannequin, je cherche une connexion. Et je l'ai trouvée. Si une relation physique est possible, tant mieux. Sinon, je veux quand même être là. » Ils firent l'amour cette nuit-là pour la première fois. Ce fut compliqué comme Hélène l'avait craint. Son corps ne répondait plus comme 15 ans auparavant. L'arthrite rendait certaines positions impossibles. Et elle était profondément complexée par ses rides et son corps vieillissant. Mais Bastien était patient, doux, privilégiant la connexion émotionnelle à la performance physique. Et pour Hélène, ce fut une révélation. À 79 ans, elle vivait pour la première fois depuis François un amour qui la voyait pleinement, qui n'était pas intimidé par son âge ni par son passé, qui la désirait non pas malgré ses imperfections, mais avec elle. Pendant les semaines qui suivirent, ils vécurent dans une bulle dont ils savaient tous deux qu'elle ne durerait pas. Bastien acheva la restauration du violoncelle. Le processus dura 4 mois au total. Et lorsqu'il eut enfin remonté l'instrument, installé de nouvelles cordes et parfaitement ajusté le chevalet, le moment de vérité arriva. Il fallait jouer de l'instrument pour vérifier si la restauration avait été réussie. Bastien proposa de jouer lui-même du violoncelle à l'archet, mais Hélène secoua la tête. « Non, il faut que ce soit moi. Même si mes doigts ne répondent plus, je dois essayer. » Avec l'aide de Bastien pour positionner le violoncelle, Hélène s'assit avec l'instrument pour la première fois en 15 ans. Ses mains tremblaient lorsqu'elle atteignit les cordes. Et lorsqu'elle essaya de positionner ses doigts, l'arthrite l'empêcha de tenir la bonne position. Mais Bastien se tenait derrière elle, guidant doucement ses mains, l'aidant à former des accords. Ensemble, maladroitement mais avec une émotion intense, ils jouèrent les premières notes de la sarabande de Bach, le même morceau qu'il lui avait joué quelques semaines auparavant. Ce n'était pas techniquement parfait, mais c'était de la musique. Et le son qui s'échappa de Montagnana, après 15 ans de silence, était comme une créature qui s'éveille, riche, profond, vivant. Hélène pleurait à chaudes larmes, et Bastien la serra dans ses bras, tandis que l'instrument résonnait entre eux. Il murmura « Il est de retour. Et toi aussi. » Elle répondit « Grâce à toi. Tu as rendu plus que le violoncelle, tu m'as rendu. » Mais la réalité était inévitable. Les travaux de restauration étaient terminés. Bastien n'avait plus de raison professionnelle de rester. Un choix s'imposait à tous deux, mettre fin à leur relation sur le champ, en la conservant comme un beau souvenir de 4 mois, ou continuer et affronter l'inévitable scandale. C'est le fils d'Hélène, Thomas, 54 ans et habitant à Paris, qui a provoqué la confrontation. Il avait appelé sa mère à plusieurs reprises pendant les mois de travaux, remarquant un changement dans sa voix. Elle semblait plus animée, plus vivante. Inquiet et curieux, il s'est présenté à l'improviste. Et il a trouvé Bastien dans l'appartement, manifestement pas seulement comme ouvrier, mais comme un véritable résident. Thomas exigea des explications. Hélène, lasse de se cacher, avoua la vérité. Elle avait une liaison avec Bastien. Thomas était horrifié.
Maman, il est plus jeune que moi, il a 32 ans, tu en as 79, c'est ridicule et embarrassant. Il en veut visiblement à ton argent, à un violoncelle ou à ses relations. Bastien tenta de se défendre. Je ne veux rien d'autre que ta mère. Thomas rit cruellement. Ah, c'est un fétiche, tu aimes les vieilles femmes, ou bien tu es juste pathétique parce que tu n'arrives pas à trouver une femme de ton âge. Hélène, furieuse comme elle ne l'avait pas été depuis des décennies, ordonna à Thomas de partir. Ma vie, mes choix. Tu n'es pas venu me voir depuis 2 ans, tu n'as pas appelé depuis des mois, et maintenant tu viens me juger. Fiche le camp. Thomas partit en menaçant. Je vais tout raconter à Anne-Sophie et Camille, ses sœurs, et on va régler ça. Tu es vraiment sénile si tu trouves ça normal. Après le départ de Thomas, Hélène et Bastien durent se rendre à l'évidence. Elle dit « Mes enfants vont essayer de me faire déclarer incapable. Ils vont appeler des avocats. Ils vont faire un scandale public pour protéger leur héritage. » Bastien proposa de nouveau « Alors, j'en finis. Je pars. Tu n'as pas à affronter ça. » Hélène secoua la tête. « Non, j'ai passé 79 ans à faire ce que les autres attendaient de moi, à me sacrifier pour ma carrière ou ma famille. Ces 4 derniers mois ont été les premiers en 15 ans où j'ai vraiment vécu. Je n'y renoncerai pas par peur du jugement. » Mais le scandale éclata comme il le craignait. Thomas en parla à ses sœurs, tout aussi horrifiées. Tous 3 engagèrent un avocat et demandèrent la mise sous tutelle de leur mère, arguant qu'elle était sénile et manipulée par un jeune homme aux intentions inavouées. L'affaire fut divulguée à la presse. Légende du violoncelle, 79 ans, dans une relation scandaleuse avec un luthier de 32 ans, titrait un magazine musical. Les commentaires en ligne furent impitoyables, ridicules, pathétiques, séniles, cougards désespérés, gigolos, exploiteurs. Le milieu musical qu'Hélène fréquentait depuis des décennies réagit avec un mélange de choc et de ragots scandalisés et jubilatoires. D'anciens collègues murmuraient qu'elle avait manifestement perdu la raison. Le conservatoire retira discrètement son nom du prix annuel qui le portait. Les maisons de disques retirèrent certains de ses albums de leur catalogue. Bastien souffrit également sur le plan professionnel. Des clients annulèrent leurs commandes, ses confrères luthiers prirent leur distance et sa réputation d'artisan sérieux fut ternie. Mais il refusa d'abandonner Hélène. Il s'installa définitivement à Strasbourg, créa un petit atelier et défendit publiquement leur relation dans une interview accordée à un magazine musical. « J'aime Hélène Moreau, non pas pour sa célébrité, son argent ou son violoncelle. Je l'aime parce qu'elle est une personne extraordinaire qui me comprend parfaitement. La différence d'âge n'a aucune importance pour nous. Et quiconque ne le comprend pas en dit plus long sur ses propres limites que sur notre relation. » La procédure de tutelle s'est transformée en une lutte acharnée. Les enfants d'Hélène ont présenté des preuves, un changement soudain de comportement, des dépenses inhabituelles. Elle avait acheté à Bastien des outils coûteux pour son atelier et un isolement familial. Ils ont exigé une évaluation psychiatrique. Hélène s'y est soumise et les résultats ont été sans équivoque. Elle était parfaitement lucide, cognitivement intacte et capable de prendre ses propres décisions. Le psychiatre a écrit « Madame Moreau présente des fonctions cognitives conformes à son âge, sans aucun signe de démence ni d'altération du jugement. Ces relations peuvent être atypiques, mais elles reflètent les choix conscients d'une adulte capable. » L'affaire fut classée sans suite, le juge réprimandant les enfants pour avoir fait perdre du temps au tribunal. Mais les blessures familiales étaient irréparables. Hélène rompit tout contact avec ses 3 enfants qui avaient tenté de la priver de son autonomie. Elle leur écrivit à chacun une dernière lettre. « Vous ne m'avez jamais pardonné d'avoir choisi une carrière plutôt qu'une maternité parfaite. Maintenant, vous ne me pardonnerez pas d'avoir choisi le bonheur plutôt que votre approbation. C'est fini. » La rupture fut douloureuse, mais Hélène choisit Bastien. Et ensemble, ils construisirent une vie inattendue. Bastien travaillait dans un atelier. Hélène donnait occasionnellement des conseils techniques sur le violoncelle à des musiciens. Mais surtout, ils vivaient paisiblement.
cuisinant ensemble, écoutant de la musique, Bastien jouant régulièrement pour elle le guidant à travers des interprétations complexes, et Hélène recommença à jouer, certes de façon limitée. Grâce à Bastien qui adapta sa technique à ses limitations physiques, en créant des supports spéciaux pour les doigts, elle put jouer des passages simples. Non pas des concerts publics, mais une musique intime qui emplissait l'appartement. Et le son de Montagnana, restauré par les mains de l'homme qu'elle aimait, portait une signification qui transcendait la simple technique. Ils vécurent ensemble pendant 6 ans. Ce ne fut pas sans difficulté. La santé d'Hélène déclina peu à peu. On lui diagnostiqua un diabète à 81 ans, des problèmes cardiaques à 83 ans, et sa mobilité devint de plus en plus réduite. Bastien prit soin d'elle avec un dévouement qui fit taire certains sceptiques. Il n'y avait manifestement pas exploitation lorsqu'un jeune homme d'une trentaine d'années consacra des années à s'occuper d'une femme âgée sans rien attendre en retour. À 85 ans, Hélène et Bastien, 38, on lui diagnostiqua un cancer du pancréas, le même qui avait emporté François. Le pronostic était de quelques mois, non de plusieurs années. Hélène refusa tout traitement agressif. À 85 ans, après 6 années extraordinaires, elle était prête. Elle passa ses derniers mois chez elle avec Bastien, à écouter de la musique, à jouer quand ses forces le lui permettaient. Ces derniers jours, Thomas et ses sœurs sont enfin apparus. Non pas pour se réconcilier, mais par devoir. Mais en voyant le dévouement de Bastien, la façon dont il prenait soin de sa mère avec une infinie bienveillance, quelque chose s'est adouci en eux. Thomas, en particulier, a enfin compris. Ce n'était pas de l'exploitation. C'était un amour véritable qui avait transformé les dernières années de sa mère. Hélène est décédée à 85 ans. Bastien à ses côtés, lui tenant la main. Ses dernières paroles furent « Merci de m'avoir appris qu'il n'est jamais trop tard pour vivre. Merci de m'avoir sauvé, moi aussi. Merci pour ces 6 années plus riches que les 80 précédentes. » Bastien, en larmes, répondit « Merci de m'avoir appris que l'amour n'a pas d'âge, que les liens véritables transcendent les chiffres, que te sauver, c'est aussi me sauver. » Aux obsèques, l'affluence fut surprenante. De nombreuses personnes du monde musical qui l'avaient d'abord jugé étaient présentes, certaines honteuses de leurs doutes. Bastien prononça un éloge funèbre à la fois plaidoyer et célébration. « J'ai rencontré Hélène à 79 ans. Je suis venu restaurer son violoncelle. J'ai fini par restaurer sa vie et elle a restauré la mienne. Certes, nous avions 47 ans d'écart. Certes, la société a été sévère. Mais ces 6 années ont été plus marquantes que la plupart des expériences d'une vie. Elle m'a appris la musique, certes, mais surtout, elle m'a appris le courage. Le courage d'aimer sans permission, de vivre authentiquement, même au prix de l'approbation sociale, de choisir le bonheur présent plutôt que la sécurité future. » Le testament d'Hélène fut lu 1 semaine plus tard. Elle avait légué son violoncelle de Montagnana, non pas à Bastien, mais à un conservatoire, précisant qu'il devait être joué par de jeunes élèves prometteurs et non relégué dans un musée. Elle laissa cependant une lettre. « Bastien m'a restauré quand j'étais brisé. Ce violoncelle, restauré par lui, doit continuer à vivre à travers de jeunes musiciens. C'est un cycle parfait. » À Bastien, elle laissa des lettres d'amour écrites durant ces derniers mois, des enregistrements d'elle, jouant des morceaux simples avec son aide, et la montre de François, accompagnée d'un mot « Tu as comblé le vide qu'il a laissé. Il serait heureux que je t'ai retrouvé. » Bastien continua d'exercer le métier de luthier, mais se spécialisa dans un nouveau domaine, l'adaptation d'instruments pour les musiciens à mobilité réduite. Il créa des supports, des modifications et des techniques permettant aux personnes souffrant d'arthrite, de blessures ou de handicap de continuer à faire de la musique. Son œuvre fut inspirée par Hélène. Si la restauration lui avait permis de rejouer, combien d'autres pourraient en bénéficier ? 15 ans après la mort d'Hélène, alors que Bastien avait 53 ans, il se maria enfin. Son épouse était une violoncelliste de 42 ans rencontrée au travail, une femme qui comprenait et respectait son histoire avec Hélène. Le jour de leurs noces, il joua la sarabande de Bach sur un violoncelle emprunté au conservatoire.
la Montagnana d'Hélène, l'instrument qui l'avait uni à la grande amoureuse de sa vie des décennies auparavant. Et durant la cérémonie, Bastien a évoqué publiquement Hélène pour la première fois depuis des années. « J'ai aimé une femme de 79 ans alors que j'en avais 32. Cela a choqué tout le monde, mais ce fut l'amour le plus authentique, le plus transformateur de ma vie. Elle m'a appris que l'âge n'a aucune importance quand les âmes se rencontrent. Et cette leçon m'a permis d'être là aujourd'hui, capable d'aimer à nouveau sans crainte d'être jugé. Hélène, où que tu sois, merci pour le courage que tu m'as inculqué. » Leur histoire devint légendaire dans les milieux musicaux. Un violoncelliste de légende de 79 ans et un jeune luthier de 32 ans, une relation scandaleuse, un amour impossible. D'abord moquée, elle fut ensuite comprise par certains. Il ne s'agissait ni de fétichisme ni d'exploitation, mais de deux êtres unis par un deuil partagé, un amour de la musique et une profonde solitude. Ils ont prouvé que l'amour entre une femme de 79 ans et un homme de 32 ans pouvait être authentique, transformateur pour les deux, et digne d'être défendu même au prix de tout. Ce choc des cultures n'a pas occulté la réalité de leur lien. Ils ont prouvé que parfois, l'amour le plus improbable est le plus vrai, car il exige de choisir l'authenticité plutôt que l'approbation au quotidien. Hélène a vécu ces 6 dernières années pleinement, intensément, d'une manière que 79 ans auparavant lui avait rarement permise. Bastien a découvert un amour qui transcende l'âge, l'apparence et les conventions sociales. Et ensemble, le temps d'un instant bref mais précieux, ils ont prouvé qu'il n'est jamais trop tard pour vivre, pour aimer, pour se révéler pleinement. Cet amour interdit, qui parfois choque tout le monde, est précisément celui qui les libère tous deux et leur permet enfin d'être eux-mêmes, sans excuse, sans honte, authentiques jusqu'au bout.